Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler du Thunder. Et pour moi, voilà, je pose ma take. Pour moi, ce sera les champions en juin. Et donc on est parti pour une petite analyse. On va voir pourquoi. Pour moi, ça va être les champions d'ici quelques mois. C'est parti. Et on va commencer par le numéro 1 à Oklahoma, ou plutôt le numéro 2 sur son maillot. Bien sûr, Shai Gilgeous-Alexander, qui est juste le visage de l'équipe maintenant, un des visages de la ligue aussi. Et cette année, il est juste indéfendable. Et je pense qu'il a jamais été aussi fort dans sa carrière. Cette année, c'est 32 points, 5 rebonds, 6 passes, 2 steals, 1 bloc, 53% au shoot et 35% à 3 points. C'est le meilleur scoreur de la ligue. Et offensivement, c'est juste trop fort. Je pense que personne ne peut l'arrêter. Quand il attaque la peinture, c'est super fort. En mid-range, c'est un des meilleurs joueurs aussi de la ligue. C'est le deuxième joueur qui en prend le plus. Le premier, c'est DeRozan. Et les pourcentages en mid-range sont super bons. Il a plus de 55% en mid-range, c'est autant que KD. Et ouais, en gros, offensivement, il n'y a pas grand-chose qu'il ne sait pas faire. Même les 3 points, il s'est bien amélioré. Ça n'a jamais été son truc, mais en ce moment, c'est 35% pour 6 tentatives par soir. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Et ce qui est bien avec Shea, c'est que c'est vraiment des deux côtés du terrain, élite en attaque et en défense. Déjà que défensivement, il est dans une des meilleures équipes de la ligue. Mais personnellement, des fois, il y a certaines superstars qui veulent justement des super défenseurs à côté, voilà, pour ménager ses efforts et en faire un peu moins en défense. Hein. Il y en a plein des comme ça. C'est pas son cas. Il est ultra présent en défense. Il a un bloc de moyenne très souvent présent sur les steals. C'est d'ailleurs le deuxième meilleur intercepteur de la ligue. Le premier, c'est Dyson Daniels des Hawks. Et bien sûr, avec ce niveau-là, il a été choisi très récemment All-Star pour la troisième fois de sa carrière. Et bien sûr, avec une saison comme ça, il est dans la discussion du MVP. Et là, discussion dangereuse, mais bon, je vais quand même tenter. Alors, on sait tous, il y a ce débat SGA-Jokic, et je vais me prononcer. Bon, déjà, les deux sont à un niveau exceptionnel. Les deux portent leur équipe tous les soirs. Sans eux, les deux équipes ne sont clairement pas à ce niveau. Alors, je suis d'accord pour dire que le Thunder a une meilleure équipe que Denver, mais sans SGA, c'est pas pareil, c'est sûr. Et cette année, c'est clairement les deux meilleurs joueurs de la ligue. Je pense qu'un tout petit step en dessous, il y a Yanis quand même. Et pour moi, pour le MVP, cette année, léger avantage pour Shea. Et du coup, vous allez me dire pourquoi. Eh bien, tout simplement déjà parce que OKC a 10 wins de plus que Denver. Aussi parce que SG est bon des deux côtés du terrain. Il est même élite des deux côtés du terrain. Jokic, c'est plus offensif que défensif. Défensivement, certaines fois, c'est pas toujours ça. Et ouais, SGA, c'est un des joueurs les plus constants de la ligue. C'est le joueur le plus constant de la ligue aussi. Je trouve ça quand même fou. Enfin, c'est le mec met minimum 25 points tous les soirs. Et j'ai aussi du mal à savoir bah, qu'est-ce qu'il doit faire de plus en fait. Qu'est-ce que doit faire SGA pour être MVP. Là, je pense qu'il est déjà quasiment au max. Voilà, c'est peut-être une take risquée, mais pour moi, le MVP sera Shai Gilgeous-Alexander cette année. Après, ça va, Jokic, t'en as déjà assez. Laisse aux autres un peu, non? Et on va continuer de parler du Thunder, et je vais parler du lieutenant de Shai Gilgeous-Alexander, de Monsieur Jalen Williams, J-Dub. C'est un de mes joueurs préférés et je vais peut-être en surprendre quelques-uns, mais je trouve qu'offensivement cette année, il n'est pas moins bon, il est moins propre. Alors si on regarde juste les stats, il est en progression, il a plus de points, plus de rebonds, plus de passes. Cette année c'est 21 points, 5 rebonds, 5 passes, presque 2 steals, c'est très propre. Mais visuellement, je regarde tous les matchs du Thunder et je le trouve moins vraiment incisif et percutant. L'année dernière, il y a eu tout un tas d'exemples où dans les quatrièmes quart-temps, Shea était sur le banc, J-Dub, tu rentres, il prenait la balle, il marquait. C'était juste ça, il était indéfendable. Et cette année, je trouve qu'il y a moins cet aspect-là, cet aspect vraiment clutch. Et ça se voit aussi sur ses pourcentages. L'an passé, c'était 55% au tir, cette année, c'est 45%. Et même à 3 points, ça a légèrement diminué. C'est passé de 43% l'an passé à 34%. Après, le volume a aussi augmenté, donc ça joue aussi. Mais voilà, je le trouve juste un peu moins létal. Après, ça reste un très bon joueur, un de mes joueurs préférés, comme j'ai dit tout à l'heure. Après, c'est peut-être que j'avais énormément d'attentes. Et ouais, je vais pas dire qu'il me déçoit, on n'en est pas là, pas du tout. Par contre, il y a un aspect où je trouve qu'il a vraiment progressé, c'est en défense. C'est devenu un ailier défensif vraiment très sérieux maintenant. Maintenant, j'ai envie de parler de Chet et de la défense globale d'OKC. Parce que Chet n'est pas là et pourtant, on voit la meilleure défense de la ligue. Et ça se voit hein, notamment sur le defensive rating, c'est le meilleur de la ligue. Meilleur avec 103 de defensive rating, les deuxièmes c'est les Clippers avec 107. C'est aussi l'équipe qui a le plus de style. L'équipe est top 5 en bloc. Alors que d'ailleurs Chet n'est pas là. Je pense que si Chet est là, c'est l'équipe numéro 1 et en style et en bloc, c'est sûr. Et c'est aussi l'équipe qui a le moins de turnover en NBA.
Et tant qu'on parle des stats de l'équipe, autant continuer. C'est la 6e meilleure équipe en offensive rating. Par contre, je trouve qu'il y a une légère régression, c'est au niveau des 3 points. L'an passé, c'était la meilleure équipe de loin. Et cette année, c'est seulement la 16e. Bon, après, je pense pas qu'il y ait d'inquiétude à avoir. Il y a des très bons shooters à OKC. Et je pense honnêtement que c'est une stat qui peut que progresser. Je les vois pas forcément régresser. Je les vois au contraire bien remonter. Et ce qui est quand même fou, c'est que OKC fait tout ça sans Chet, qui est blessé au bassin depuis novembre. Il devrait revenir, je pense, en mars ou avril. Et on parle quand même d'un des meilleurs défenseurs intérieurs de la ligue. Quand il était là sur le début de saison, c'était juste monstrueux. Défensivement, sur les discussions d'Ipoy du tout début de saison, Chet regardait Wemby vraiment droit dans les yeux, vraiment. Il était vraiment bon, il tournait à 16 points, 9 rebonds, 2 passes, 2,6 blocs. Et on connaît Chet, il apportait du contre, de la taille dans la peinture. Et ça manque d'ailleurs des fois à OKC. Mais ce qui fait peur, c'est quand même que OKC est déjà à un niveau incroyable en défense sans Chet Holmgren. Alors je me dis, mais qu'est-ce que ça va être avec en fait? On parle d'un mec qui est quand même level All-Star et une équipe qui roule sur quasiment tout le monde en saison régulière. Au moment où je parle, ils sont en 37-8, c'est 82% de win. Et ouais, il me tarde vraiment d'avoir l'équipe au complet. On puisse vraiment se rendre compte du potentiel et offensif, mais surtout défensif de l'équipe. Parce que ouais, je pense que la ligue et les gens sont pas prêts en fait de voir le potentiel défensif de cette équipe. Maintenant, je veux aussi parler du reste de l'équipe. Et lors de la dernière intersaison, ils ont recruté Isaiah Hartenstein, l'ancien pivot des Knicks. Et ouais, il s'intègre vraiment bien au KC. Et j'aime beaucoup sa saison. C'est 12 points, 12 rebonds, 4 passes, environ un bloc et un steal de moyenne. Et dans le jeu, il apporte beaucoup au Thunder. Sa taille à l'intérieur, ses rebonds, c'est vraiment un truc qui manquait. Là, ça aide énormément. Les petits push-shots, là, ça marche trop bien. Il est trop fort là-dessus. Le playmaking d'Isaiah Hartenstein est ultra sous-coté en NBA. C'est le 5e meilleur passeur parmi les big men de la ligue. Je trouve qu'on n'en parle pas assez de cet aspect-là. Et franchement, heureusement que le Thunder a fait ce move cet été. Il y a des gens qui parlaient, qui disaient trop payer tout ça. Moi, je suis fan des Knicks à l'est et du Thunder à l'ouest, donc je savais très bien à quoi m'attendre avec Hartenstein au Thunder. Je savais que 30 millions pour un joueur comme ça, bah, c'était pas trop payé parce que déjà le Thunder pouvait se le permettre. Et je savais ce que le Thunder allait avoir. Et tout simplement, il leur fallait un profil comme ça. Enfin, ça crevait les yeux l'année dernière. Et il y a aussi des role-players hyper intéressants à OKC. Et il y a 3 joueurs qui ont vulgairement le même rôle. En gros, grosse défense, gros hustle, rapporter un peu de shoot extérieur. Lou Dort, Caruso et le jeune Cason Wallace que je kiffe. C'est que des super role-players, tous ultra combatifs. Ils vont jamais faire des stats de fou, mais par contre ils vont se battre sur le terrain. Lou Dort et Caruso, c'est déjà des joueurs confirmés. Et je trouve que la progression de Cason Wallace, bah déjà avec un Lou Dort et un Caruso à côté, tu peux que bien progresser et bien travailler. Après, dans un rôle plus au scoring, ils ont été prolongés cet été, c'est Isaiah Joe et Aaron Wiggins. Pareil, les deux, c'est à peu près la même utilisation. On a des gros shooters, un petit peu de défense. Et ouais, ils ont une petite vingtaine de minutes de jeu par match. Et ça, c'est clairement des potentiels Factor X. Des mecs qui peuvent prendre chaud. On l'a vu récemment, Isaiah Joe, quand ça prend feu à 3 points, c'est très dur à arrêter. Et ils peuvent vraiment bien dépanner en cas de blessure, de SGA, de J-Dub. Tu mets un Wiggins ou un Joe, ou un Cason Wallace, franchement, tu perds pas énormément. Sur quelques matchs, ça dépanne vraiment bien. Ensuite, à l'intérieur, il y a aussi quelques joueurs qui sont un petit peu moins intouchables, je trouve. Kenrich Williams, Jalen Williams. Voilà, ça peut dépanner, mais c'est pas des verrous dans l'équipe. Et il y a aussi des rookies intéressants. Je vais parler d'E.J. Mitchell, le Belge, qui m'impressionne beaucoup. Sur cette mi-saison, je pensais vraiment pas qu'il allait avoir ce rôle à OKC. Je pensais honnêtement qu'il allait passer en G-League. Et au final, non, il a backup SGA, c'est pas rien. Alors qu'il avait été drafté à la 38e place, c'était vraiment pas gagné d'avance. Et sur certaines séquences, j'ai vraiment aimé, notamment des séquences offensives. Vraiment bon sur des drives, un peu de playmaking, petit jeu en mid-range, des flotteurs et tout. J'aime bien Jimmy Mitchell. Hein. Franchement, je trouve que c'est une très bonne surprise côté OKC. Ensuite, il y a Dillon Jones qui a pas beaucoup joué, c'est un ailier polyvalent. Bon, pour le moment, il a dépanné, il a pas fait grand-chose, tout le temps en sortie de banc. Et souvent quand il y a des blessés. Et aussi Topic qui est le choix le plus haut du Thunder, qui était le choix le plus haut du Thunder lors de la dernière draft, qui avait été drafté 12e, mais malheureusement il n'a pas joué à cause d'une blessure, je crois, au ACL, là, comment on dit ça en français. Trop relou. Les croisés, voilà, les croisés, je crois qu'il s'est fait les croisés.
Donc ouais, pas de saison cette année, on le verra sûrement l'année prochaine. Et en dehors des joueurs, le staff de KC c'est très très fort aussi. Déjà au coaching, ben, Marc Daigneault, hein, un des meilleurs coachs de la ligue. L'an passé, coach de l'année, OKC avait fini premier, on s'en rappelle, alors que l'an passé, ils n'avaient pas fait les playoffs. Cette année, Hermé ça, c'est super propre. J'aime vraiment beaucoup cet entraîneur et ouais, il sera coach All-Star Game là, à San Francisco dans quelques semaines et c'est juste mérité pour lui. Aussi au niveau du front office, on connaît, c'est super fort. Sam Presti, bien sûr, un des meilleurs GM de la ligue, il est là depuis 2007. Il a construit une équipe d'OKC absolument géniale, avec tout ce qu'il faut pour aller loin. Et le pire, c'est, voilà, on le sait, ils ont encore une tonne de pics derrière eux. Si ça veut bouger pour aider l'équipe, ce serait possible. Bon, après, ce qui est sûr, c'est que ça bougera sûrement pas les stars, hein, le Big Three, là, SGA, Chet, J-Dub, je pense qu'on l'aura pour un moment. Mais pourquoi pas quelques joueurs moins verrous, genre Kenrich Williams avec du pic, en échange de pourquoi pas un ailier shooter, vu qu'il y a un peu du mal, il y a un peu du mal sur cette mi-saison à 3 points. Pourquoi pas de la taille aussi, hein, moi, un intérieur grand, je dirais pas non, ok, ici, hein, des fois ça manque un peu. Surtout là avec la blessure de Chet. Après, je sais pas, on a un groupe qui vit hyper bien. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'essayer de chambouler, mais si tu vas pas tout chambouler, mais même faire un trade des fois, ça peut foutre vite fait la merde. Donc on a quand même un groupe qui est ultra compétitif et qui peut déjà aller loin avec ce groupe-là. Donc est-ce que ça va bouger ou pas d'ici la deadline pour OKC? Je suis pas sûr en vrai. Mais en tout cas, si Sam Presti veut, il peut, ça c'est sûr. Et voilà, du coup j'avais déjà fait une petite vidéo sur le Thunder il y a longtemps. Mais là je voulais faire une petite update, il s'est passé pas mal de trucs côté OKC. Et pour moi c'est les favoris au titre. Et il me tarde vraiment, vraiment, vraiment de voir tous ces joueurs LC jouer ensemble. Je pense que pour moi la ligue n'est pas prête. Avec un 5, SGA, Jalen Williams-Dort, Holmgren en 4, Hartenstein en 5. Je veux voir ça, je veux absolument voir ça parce que je pense que vraiment ça va être fou. Et ouais, il y a vraiment tous les ingrédients pour aller loin. On a un joueur calibre MVP, excellent des deux côtés du terrain, excellent leader, une défense de fou qui n'a même pas exploité son potentiel maximum, un Big Free qui continue de progresser, encore des jeunes niveau All-Star, un effectif deep avec un groupe qui s'entend bien, tout ce qu'il faut pour aller loin en NBA en 2025, et bien sûr un staff et un front office compétent, c'est super important aussi. Après voilà, bien sûr on le sait, en face il y a énormément de concurrence. À l'ouest, Memphis, Dallas, Denver, même Houston, pourquoi pas. En cas de finale NBA, pareil, ça va être compliqué. Sûrement les Cavs, sûrement Boston, sûrement les Knicks. Mais voilà, pour moi, ça va être l'Oklahoma City Thunder, champion 2025. Voilà, ma take est dite. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à vous abonner. Ciao!